Personnellement, je suis tout à fait d'accord sur ta segmentation en trois types d'entreprises. Les entreprises nationalisées, à partir du moment où une entreprise atteint un certain seuil, elle va subir une nationalisation, on verra selon quel procédé, selon quel dispositif législatif. Ensuite, un deuxième secteur, qui est un secteur coopératif. Donc, les entreprises, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Et puis, un secteur travailleur indépendant, qui lui est entièrement libre, et notamment libre de posséder, d'avoir la propriété privée de ses moyens de production. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu, je voudrais qu'on parle assez précisément de la façon dont tu conçois les coopératives. Comment est-ce que tu pourrais définir, d'un point de vue juridique, ce qu'est une coopérative? Non, je ne vais pas le définir d'un point de vue juridique, je vais le définir d'un point de vue oui, philosophique. Non, parce oui. que juridiquement, aujourd'hui, une coopérative, il y a plusieurs formes de coopératives, notamment les coopératives bancaires, les coopératives de production, et même certaines mutuelles, enfin certaines coopératives d'achat qui sont juridiquement. Donc juridiquement, je laisse tomber, j'essaie de voir ça d'un point de vue, on va dire, philosophique ou sociologique. Ça veut dire en gros, qui dispose du pouvoir. C'est ça qui m'intéresse dans une coopérative. Et en fait, bon après on peut des choses plus compliquées, mais en un mot, le principe c'est qui décide. Donc ceux qui décident, c'est ceux qui sont propriétaires. Et donc pour moi, une coopérative, une vraie coopérative, pas au sens juridique justement, mais au sens des principes, ça doit être, on doit avoir tous le même pouvoir de décision. Donc en fait, une personne égale une voix. Mais pas seulement une personne, parce que ça se passe quand même dans certains systèmes, c'est un travailleur égale une voix. C'est pour ça que je pense que les coopératives bancaires ou les coopératives d'achat, qu'on peut appeler mutuelles aussi, ne devraient pas être appelées, non, on peut les appeler des mutuelles, mais en tout cas, on ne devrait pas les appeler, enfin, moi j'appelle ça les coopératives d'usagers, que je différencie des coopératives de travailleurs. Alors peu importe le mot, mais en tout cas, les seules coopératives qui me semblent vraiment adaptées, c'est les coopératives de travailleurs, puisqu'en fait, il y a beaucoup de coopératives d'usagers, comme les banques, par exemple le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, etc., où les travailleurs, donc du coup, n'ont pas le droit de vote ou à une petite part qui leur est réservée parce qu'ils sont gentils, mais du coup, c'est pas eux qui décident. Et donc du coup, ils sont comme dans une entreprise capitaliste classique, dominés par les propriétaires. Donc c'est souvent moins pire que l'entreprise classique. Enfin, ceci dit, il y a certains groupes comme le Crédit Agricole qui est une coopérative bancaire, où il n'y a pas beaucoup de différence avec les banques classiques. Oui, mais bon, Thierry, je regrette que tu ne veuilles pas répondre précisément à ma question, parce que je pense que c'est une question que se posent les gens qui s'intéressent à l'écosocialisme autogestionnaire, c'est-à-dire quel est juridiquement le statut d'une coopérative. Aujourd'hui, une coopérative de production, on ne parle pas des mutuelles, on va parler qui sont des... qui fédèrent les consommateurs, mais une coopérative de production, c'est-à-dire une entreprise qui a pour objet social de produire un bien ou un service et qui va s'organiser en coopérative. Bon. Quel est le statut juridique que tu proposes dans le cadre d'une économie qui serait régulée par l'écosocialisme autogestionnaire? Donc c'est réellement le statut juridique et la façon dont va fonctionner cette coopérative, parce qu'aujourd'hui, tu me dis ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans l'écosocialisme autogestionnaire. Aujourd'hui, on a, prenons l'exemple le plus connu de la coopérative, qui est la SCOP, la Société Coopérative Ouvrière de Production. Dans une SCOP, on a un conseil d'administration où effectivement il y a une personne, une voix. Ce conseil d'administration est propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire de tous les moyens de production, du fonds de commerce, etc. Mais dans cette coopérative, il y a des salariés. Il y a des salariés qui contractent des contrats de travail avec l'entité du conseil d'administration de la SCOP. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans l'écosocialisme autogestionnaire, est-ce que la coopérative telle que tu la conçois dans cette mode de conduite de l'économie écosocialisme autogestionnaire, c'est une SCOP,
hein, ou bien c'est autre chose. Alors bon, je te l'ai déjà dit plus ou moins, mais je vais te le redire plus clairement. L'idée générale, c'est qu'il me faudrait que... bon, j'ai une interrogation encore sur les coopératives d'usagers. Mais en tout cas, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait plus que des coopératives de travailleurs. En fait, ce soit les travailleurs qui décident, parce que c'est eux qui sont au quotidien qui font le travail. Et donc, pour permettre ça, l'idée, c'est que chaque travailleur soit propriétaire. Et donc, et du coup, c'est pas un travailleur égale une voix comme dans l'économie sociale et solidaire. Non, c'est pas une personne égale une voix comme dans l'économie sociale et solidaire. C'est un travailleur égale une voix. Ça veut dire que les usagers, bon, on peut leur laisser ça à réfléchir comment faire en sorte, mais le problème des usagers, c'est que du coup, ils deviennent les dominants des travailleurs. Ça, c'est un problème. Ça, c'est la philosophie générale. Mais de façon très concrète et très précise et très juridique, lorsque le régime de l'éco-société autogestionnaire va s'appliquer, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, il va y avoir collectivisation de toutes les entreprises qui ont des salariés. Puisqu'on a les travailleurs indépendants, eux, on ne touche pas, ils continuent à faire ce qu'ils veulent, ils ont propriété des moyens de production, ils sont indépendants autonomes. À partir du moment où il y a un salarié, et donc toute entreprise qui aujourd'hui est une entreprise qui a un salarié, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, va être collectivisée. Alors on va voir ensuite les modalités juridiques, comment, mais sur ce qui concerne, disons, les modes de fonctionnement de cette entreprise, elle va être collectivisée. C'est-à-dire que une entreprise qui appartenait soit à une personne seule, par exemple une société en nom propre, hein, structure juridique, société en nom propre, soit à un groupe de personnes, une SARL, une SA, une SAS. Bon, ces sociétés vont être collectivisées, j'ai bien compris, et je suis d'ailleurs assez d'accord, et tous les salariés de l'entreprise vont devenir copropriétaires de l'entreprise. Bien. Donc nous avons, avant l'éco-société autogestionnaire, une SARL avec un PDG, enfin avec un gérant, un conseil d'administration et puis des salariés. Et ensuite, le lendemain, nous avons une entreprise qui est une coopérative où tous les salariés, à parts égales, sont propriétaires de l'entreprise. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Bien. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les salariés sont propriétaires, alors ça n'est pas du tout le schéma de la SCOP actuelle. Hein. Non, c'est un schéma. Il y a même une autre dérive de la SCOP aussi, c'est qu'il y a aussi une partie, il peut même y avoir des actionnaires dans les SCOP. Oui, des gens qui mettent de l'argent. Nous sommes d'accord. Donc ça ne peut pas dépasser 50%, mais c'est quand même un problème. Nous sommes d'accord. Donc il s'agit bien de la création d'un statut spécifique qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, c'est clair. Voilà, c'est clair. Donc, par l'application d'une législation nouvelle, une entreprise de 50 salariés avec un patron, prenons par exemple une entreprise en nom personnel, va devenir une entreprise où 50 salariés seront tous propriétaires à parts égales de l'entreprise. Alors à partir de ce moment-là, j'ai une question immédiate qui se pose. Que deviennent les contrats de travail? Que devient la notion de salariat? Si je pousse la logique de cette transformation que tu préconises, sur laquelle je suis assez d'accord, de toutes les PME en coopérative, il n'y a plus de salaire. C'est-à-dire que... de revenus, disons. Il n'y a plus de salaire au sens de la structure juridique du salaire et du droit du travail. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont, au lieu d'être entreprises en nom propre, elles sont entreprises en nom collectif. Nous avons une entreprise où il y avait 50 salariés, aujourd'hui il y a 50 propriétaires, qui va faire du bénéfice ou du déficit. Si elle fait du bénéfice, le bénéfice, ça s'appelle les excédents de gestion. Le bénéfice va être partagé en parts égales ou peut-être en parts inégales. Tout dépend du règlement intérieur qui va être fait entre les différents copropriétaires. Toujours est-il que les excédents de gestion vont être partagés à la fin de l'année entre tous les propriétaires. Donc ça veut dire extinction du salariat. Donc ça c'est mon première question. Est-ce que c'est ça ou pas? Et la deuxième question, c'est la question de la responsabilité pénale et juridique. À savoir qu'aujourd'hui, dans une entreprise en nom propre,
le propriétaire de l'entreprise est responsable des dettes. Dans une entreprise capitaliste, c'est-à-dire avec les structures artificielles créées par l'oligocratie pour pouvoir se faciliter la vie, nous avons des SARL, sociétés à responsabilité limitée, nous avons des sociétés anonymes, également à responsabilité limitée, ce qui veut dire qu'une société SA, SAS ou SARL qui fait du déficit et qui ne peut plus payer ses dettes est exonérée d'avoir à les payer et aucun dirigeant n'est poursuivi. Alors, contrairement à ce qui se passe dans les sociétés en nom propre, où le patron de l'entreprise en nom propre est responsable sur ses biens propres des dettes. Donc ma question est la suivante. Dans une coopérative étant une entreprise qui appartient alors, à 50 personnes, est-ce que ces 50 personnes sont responsables des dettes? Donc il y a deux questions que j'aimerais que tu répondes. Quid de la notion de salariat dans une coopérative telle que tu l'as décrit, et quid de la notion de responsabilité individuelle de tous les copropriétaires de l'entreprise vis-à-vis des dettes qui ne seraient pas honorées. Ça revient, si tu veux, à poser la question de la personne morale. Je pense que j'y ai déjà réfléchi, mais je pense que pour avoir une réponse très précise, enfin très juste plutôt, sur la question de la responsabilité limitée en termes économiques, il faudrait regarder précisément le fonctionnement actuel du système capitaliste. Dans un système capitaliste qui est quand même fondé beaucoup sur la responsabilité, etc. Paradoxalement, il y a une irresponsabilité par rapport à certaines dettes. Et ça a l'air de fonctionner quand même. Bon, il faudrait approfondir les questions. Je n'ai pas vraiment assez regardé ce qui se passe concrètement. Je sais que ça pose des problèmes à certains parce qu'il y a justement des petits entrepreneurs qui coulent en rafale puisque les autres ne remboursent pas leurs dettes. Mais enfin, de toute façon, quand on est vraiment en faillite, on ne peut pas toujours rembourser. Donc ce serait plutôt... A priori, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, puisque ça rend un peu irresponsable, on a tendance à faire un peu n'importe quoi, mais puisque ça marche déjà aujourd'hui dans une société qui est plutôt déjà assez dure, je dis pourquoi pas, là j'ai pas d'avis tranché. La deuxième question c'était quoi? Oui, ça c'était, me semble-t-il, la réponse à la deuxième question, c'est-à-dire sur la responsabilité, la responsabilité vis-à-vis des dettes de tous les copropriétaires de l'entreprise. La première question c'était par rapport aux notions de salariat. C'est-à-dire que dans une coopérative, est-ce qu'il y a extinction de la notion de salariat? Oui, mais là pour le coup, c'est au niveau un problème aussi mon avis de définition, parce que jusqu'à présent, aujourd'hui la définition du salariat, c'est un propriétaire et quelqu'un qui est non propriétaire qui reçoit donc de l'argent du propriétaire. Là, de fait, si on prend cette définition-là, il n'y a plus de salariat, mais après, on peut très bien aussi changer la définition et dire que finalement, il y a des salaires avec propriétaire et puis des salaires. On appelle ça des revenus plutôt aujourd'hui, un revenu de sa propre entreprise. Mais on peut très bien changer ça, mais c'est un problème de définition. Mais d'une certaine façon, c'est plus clair de dire plus de salariat pour éviter justement cette relation de dépendance. Mais par exemple, quand on voit des personnes comme Bernard Friot, qui veut, lui à l'inverse, généraliser le salariat, lui il n'a pas une vision négative du salariat, ce serait plutôt un salariat public, et en fait qui devient en fait le salariat devient légitime, mais c'est plus une exploitation, au contraire c'est un dû. Donc c'est un salaire à vie des coups même. Donc ça dépend comment on définit le salarié et puis surtout la vision qu'on peut y mettre derrière. Oui, mais on n'est pas là pour parler de la théorie de Bernard Friot, qui est extrêmement respectable. On est là pour parler de ta théorie à toi, qui est celle de la création de coopératives, qui est une idée extrêmement intéressante, de création de coopératives assez rigoureuse, hein, c'est-à-dire que les salariés d'une entreprise deviennent copropriétaires de l'entreprise, et donc, quand tu dis c'est qu'une question de vocabulaire, je ne suis pas tellement d'accord, parce que c'est plus qu'une question de vocabulaire. À partir du moment où, quand tu es salarié, tu n'es pas responsable des dettes de l'entreprise, mais de jour où tu deviens copropriétaire, tu deviens responsable des dettes de l'entreprise, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon. Et puis, pour ce qui concerne le salariat, c'est aussi pas uniquement une question de vocabulaire, parce que le salariat aujourd'hui est réglementé,
réglementé et assorti d'un certain nombre de droits et de devoirs extrêmement codifiés dans un code qui s'appelle le Code du travail, qui contient 4000 ou 5000 articles, et qui ne s'applique pas aux travailleurs indépendants. Or, si j'ai bien compris, une coopérative, ça n'est jamais que l'addition d'un certain nombre, d'une certaine dizaine de travailleurs indépendants qui ont décidé de travailler ensemble et de partager leurs revenus. Quand on parle de salaire, on parle d'une certaine somme qui est délivrée, quoi qu'il en soit, je dis bien quoi qu'il en soit, par le propriétaire de l'entreprise, à une personne qui a contracté ce fameux contrat de travail avec elle. Alors que dans une coopérative telle que tu l'as décrit, le revenu de chaque copropriétaire va être tout simplement une fraction de l'excédent de gestion qu'on constatera à la fin de l'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année civile, exactement de la même façon que travailleurs indépendants se rémunèrent avec l'excédent de gestion. L'excédent de gestion, ça veut dire la différence entre les recettes et les dépenses pendant l'année en cours. Ouais, même si c'est des revenus, après, aujourd'hui dans les coopératives, à la différence des multinationales où les salaires vont de 1 à 500 voire de 1 à 1000, dans les coopératives aujourd'hui, en moyenne, ça va de 1 à 5. Donc on voit déjà la différence entre le système de coopérative et le reste, mais après, c'est de la même façon. Ça peut être, ils peuvent décider d'avoir le même salaire, ils peuvent décider d'avoir des écarts. Bon, ça c'est à eux de décider. Oui, mais bon, le même revenu pour préciser. Mais ce qui se passe, d'accord, mais ce qui se passe aujourd'hui dans les coopératives, à la limite, ça ne nous intéresse pas tellement, parce que d'une part, c'est pas des vraies coopératives. En tout cas, c'est pas des coopératives qui répondent à la définition. Non, mais il y a certaines qui fonctionnent comme des vraies coopératives, au sens où on les a définies. Ah non. Si, certaines. Non. Il y a des coopératives où il n'y a pas de salariés, où il n'y a pas d'actionnaires. Oui. Ils sont tous propriétaires et décideurs. Alors une coopérative qui fonctionne réellement en coopérative, c'est tel que tu l'as décrit, et tel que je le valide aussi moi, pour moi c'est exactement ça, une vraie coopérative, elle ne peut distribuer que les excédents de gestion qu'elle a. Alors que dans une entreprise capitaliste, le patron, il va donner, quels que soient les déficits ou les bénéfices, il va donner la somme convenue. Alors que dans une coopérative, on ne distribue que ce qu'il y a. Et donc, lorsqu'il n'y a pas, ou lorsqu'il y a un déficit, et donc là on arrive au deuxième versant de la question, lorsqu'il y a un déficit, qui est-ce qui paye le déficit? Lorsque c'est un travailleur indépendant, le travailleur indépendant paye le déficit de sa poche. Dans une coopérative, lorsqu'il y a un déficit, il va falloir que chaque copropriétaire paye le déficit. Donc, si c'est ça la définition de coopérative, alors je suis entièrement d'accord, et finalement, ça rejoint, alors là je vais un peu de pub pour le programme pour une société de la précroissance, issu des travaux de démocratie directe et résilience, où nous avons effectivement un secteur avec des travailleurs indépendants, et puis ce que nous appelons des associations libres, qui ressemblent de très près à tes coopératives, enfin aux coopératives de l'éco-société autogestionnaire. Ce sont des travailleurs indépendants qui se groupent entre eux pour être, disons, plus synergiques, pour pouvoir fabriquer des choses différentes que les choses qu'on peut fabriquer quand on est tout seul, mais qui sont solidairement responsables de la production finale que leur ensemble va produire et qui ne distribuent que les excédents de gestion qu'ils ont à distribuer. Alors, tout le quatrième pilier, c'est essentiellement axé sur la régulation, c'est-à-dire qu'on a un marché éco-socialiste qui est régulé par des taxes et des incitations, ou par des contrôles des prix, ou par des quotas de production. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on a une redistribution des richesses. Alors là, effectivement, je souhaiterais qu'on précise un peu comment ça se passe, cette redistribution des richesses. Et puis, il y a un troisième point qui est le contrôle des revenus. C'est-à-dire qu'on a des revenus minimums et des revenus maximums. Et précisément, dans le cadre
des coopératives, comment est-ce que ça fonctionne sur revenu minimum, sur revenu maximum? Alors, d'abord, le premier point, le marché est régulé par les taxes, les incitations, contrôle des prix, les quotas de production. Il semblerait que cette régulation refuse, ce qui a priori est une bonne chose, de légiférer de façon coercitive. En fait, l'idée c'est de regarder ce qu'il y a de meilleur dans les différents systèmes, en gros dans le système socialiste, communiste et capitaliste. Et finalement, pourquoi ils fonctionnent assez bien, enfin pourquoi ils ont chacun leur vertu, c'est parce que finalement, il y a une partie du système qui est fondée sur l'égalité, plutôt la planification, enfin encore c'est pas très égal forcément, mais en tout cas c'est une volonté, c'est l'idée d'égaliser les choses, et puis l'autre principe c'est la liberté, de vouloir tout. Alors le problème de l'égalité, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre l'égalité, il faut un ordre et un gouvernement qui impose, démocratiquement ou pas, en tout cas une organisation, un ordre égalitaire. Donc c'est plus tellement égalitaire d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui ordonnent et ceux qui égalisent, enfin qui sont égalisés, on pourrait dire comme ça. Et donc l'idée c'est de combiner ces trois principes, liberté, égalité et du coup ordre démocratique. Alors pour y arriver, finalement tout simplement, il faut combiner les différents systèmes, ça veut dire qu'il faut garder un marché libre, mais comme un marché libre tout court, ça ne fonctionne pas très rapidement, c'est la liberté du renard dans le poulailler du plus fort, il faut le réguler, donc il faut une régulation avec des taxes, des taxes, des subventions et autres. Et il faut aussi, pour certains domaines, de la planification, parce qu'il y a des domaines où la régulation ne suffit pas. Par exemple, dans le domaine agricole, aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à présent, il y avait avec la PAC une planification assez précise. Alors il y avait des quotas de production, etc., qui étaient donnés. Alors si on ne veut pas fonctionner que par planification, parce que c'est beaucoup trop rigide et on arriverait dans les dérives du système soviétique, tel qu'il a été, mais il faut trouver un équilibre entre les trois. Ça a existé pendant longtemps, il y avait une planification dans le gouvernement, jusque dans les années 70, ça fonctionnait aussi comme ça. Il y avait aussi une part de planification. Et l'éducation nationale, c'est une planification, par exemple. D'accord. Alors, si on reste dans le domaine de la production, si j'ai bien compris, la planification, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va produire, comment on va le produire, pour quel usage, etc. Donc, cette planification, puisque là, on aborde un peu le sujet démocratie, qui la décide? Alors, il y a, à mon avis, deux rubriques là qu'il faut étudier. C'est comment est-ce que les mesures que tu listes un petit peu là en première analyse comme ça, tous les brosses, elles sont décidées. Et puis deuxièmement, ces mesures, est-ce qu'elles ont un caractère coercitif ou incitatif? Est-ce que le caractère disons, la technique incitative est bonne? Bon, alors commençons par la première question. Comment, qui, assez précise, qui décide qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, etc. En un mot, qui décide? Eh bien, c'est une forme de régulation tripartite qui est composée donc là au niveau local, régional, national et international, de trois types d'acteurs: les représentants élus, donc la démocratie représentative, c'est-à-dire les députés, les maires, les députés, les gens qui sont élus. Alors ça peut être des députés, ça peut être des maires, des conseillers régionaux, régionaux, en tout cas des élus. Des élus, d'accord. Au système la démocratie représentative, donc ceux qui représentent le peuple parce qu'ils ont été élus, ça leur donne une légitimité élective. Ensuite, il doit y avoir, donc on pourrait dire par exemple, ça peut être la moitié, moi je penserais plutôt un peu la moitié, ou un tiers, ou la moitié pour les élus, bon peu importe, ça se discute. Ensuite, l'autre c'est bien de le savoir. L'autre tiers, c'est les syndicats, donc les travailleurs directement, donc les corporations, qui défendent aussi leurs intérêts, et puis ils connaissent le sujet, mais ils défendent aussi leurs intérêts. Et le troisième tiers, c'est les usagers. Voilà. Et donc, c'est ça les trois personnes, c'est des gens qui sont des parties prenantes en fait. Alors, j'aimerais bien qu'on reste sur ces trois tiers-là. Oui, il n'y en a pas 4 de tiers, c'est pas comme chez Pagnol, il y a bien que 3 tiers. 3 tiers. Bon, donc, à un tiers d'élus, on parle des gens. Ça peut être. C'est important parce que. Oui, non, mais on parle des gens qui vont décider qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, quel volume, pour quel usage, etc. Donc, c'est quand même une planification de la production, c'est pas rien. Mais par exemple, on peut prendre l'exemple de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pas exactement comme ça, mais il y a déjà une planification d'agriculture avec un marché agricole, il y a un peu les deux. Enfin, maintenant, ça tendance à diminuer.
Et on pourrait décider que qui décide dans le domaine agricole, il pourrait y avoir des élus, des consommateurs et des producteurs, et des salariés ou des producteurs, ce seraient des coopératives cette fois-ci, donc des représentants des coopératives de production. Non, mais de façon très concrète, aujourd'hui, on n'est pas dans une économie planifiée. Là, on passerait dans une économie planifiée. Non, je ne suis pas contre. Elle ne serait pas planifiée. Elle serait planifiée, régulée et libre. Il y aurait les trois. Planifié, régulier et libre. C'est pas oxymorique ça? On peut non, pas mais planifier et je prends libre. un exemple concret pour l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est passé jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a une partie des marchés agricoles qui était libre, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, ils achetaient, ils vendaient au marché, etc. Une partie qui était planifiée avait des quotas laitiers, on savait exactement combien on devait produire, et une autre partie où c'était plutôt une incitation, par exemple pour le bio, on vous donne une petite subvention, etc. Mais il n'y a pas de quota, pas d'objectif. Bon, enfin, les éléments de programmation, les éléments de planification, qui peuvent être, qui ne sont pas généraux, comme tu le dis, on planifie dans certains domaines, mais pas dans d'autres, bref. Mais les éléments de planification, les choses qui vont être planifiées, elles vont être planifiées par qui? Bon, tu me dis par des commissions qui seront composées par un tiers d'élus, un tiers de syndicats et un tiers d'usagers. Qu'est-ce que c'est les un tiers d'usagers? C'est quoi? C'est des citoyens tirés au sort? Comment? Alors, bon, les élus, on voit bien. Bon, les élus ne sont pas si nombreux que ça. Alors d'abord, avant question, préambule de la question, ces éléments de planification, est-ce qu'ils sont, je suppose qu'ils sont nationaux. On va dire qu'ils sont... En fait, non, justement, ça c'est le principe. C'est un peu un principe un peu comme fonctionne. Enfin, c'est un peu les principes libertaires et fédéralistes. Ça veut dire qu'en fait, il faut réguler les choses au niveau supérieur que si on ne peut pas les réguler au niveau inférieur. Donc, enfin non, c'est l'inverse. On régule d'abord au niveau inférieur, et quand on ne peut pas réguler les choses au niveau inférieur, on régule à niveau supérieur. Pour prendre un exemple très concret, mettons, si c'est les taxis à Besançon, eh ben, on n'a pas besoin de demander au niveau national comment on les on régule au niveau de Besançon. Par contre, si on va décider d'une ligne de chemin de fer qui va traverser toute la France, on ne peut pas décider ça à Besançon, donc il faut le décider sur l'ensemble de la France. Non, réguler les taxis, c'est une prestation de service. Prenons la production, c'est ça, tout commence par la production. Prenons les voitures, par exemple, la production automobile. Bon, prenons la production automobile, il va y avoir une régulation de la production automobile. Bien, ça c'est au niveau national. Pas forcément. Ça dépend si on estime que les voitures elles doivent être régulées. Quand on produit des voitures, est-ce que ça doit être l'usine de Sochaux qui doit décider elle-même est-ce qu'elle doit être autonome? Est-ce que ça doit se faire au niveau de la région, nationalement, au niveau européen ou au niveau mondial? Ça dépend des sujets. Alors, les avions, c'est difficile de les faire au niveau d'une seule ville parce que les avions, ils sont utilisés dans toute la France, voire en Europe. Ces décisions de planification, pendant la production automobile, ces décisions de planification de la production automobile, est-ce que ça va être une commission nationale qui va décider des quotas, de la couleur, enfin je caricature, de la cylindrée, etc. Ou bien est-ce que ça va être un ensemble des commissions régionales? Par exemple, si on prend par exemple les questions de production agricole, le maraîchage... Non, prenons les voitures. Je pense que seulement ça dépend des sujets. La voiture, c'est entre les deux, parce qu'un avion, le maraîchage, ça peut se faire localement, il n'y a pas besoin, ça peut même être le marché qui s'en occupe, mais si on veut planifier, pourquoi pas, ça se fera localement, si c'est par exemple la production de légumes, on parle de sur la France. Oui, mais les voitures. Non, mais je prends l'exemple. Par contre, à l'inverse, parce que les voitures, c'est pas évident, c'est entre deux domaines. Les avions et les trains, vu qu'ils traversent la France, voire l'Europe, eh ben, il faut décider au niveau européen, on ne va pas décider à Besançon combien on fait d'avions pour l'Europe. Et puis les voitures, ça dépend. Aujourd'hui, les voitures, par exemple, si je prends l'exemple des voitures qui sont fabriquées par Peugeot à Sochaux, elles sont fabriquées diffusées dans la France entière. Donc ça veut dire que ça répond à un besoin national. Donc là, il faudrait effectivement que ce soit national. J'essaie de préciser, parce qu'on ne peut pas rester toujours dans les idées générales. Donc, on va dire qu'il y a différentes commissions réparties sur tout le territoire qui vont plancher sur l'établissement de normes de planification pour l'industrie automobile. Bien. Dans ces différentes commissions, si j'ai bien compris, il y a un tiers d'élus, un tiers de représentants des syndicats, c'est-à-dire
si j'ai bien compris, de représentants producteurs. des salariés. Ben, en fait, non, parce qu'il n'y a plus de salariés, à part dans le public. Mais en fait, c'est des syndicats de producteurs et des syndicats de salariés du public. Ah, parce qu'on on est dans l'auto-gestionnaire, donc on n'a plus de salariés. On Les est travailleurs d'accord. indépendants. Donc les syndicats de quoi alors? Ben, en fait, c'est les syndicats, ou les représentants, si préfèrent, les représentants Les des producteurs. travailleurs indépendants, Enfin, des producteurs. d'accord. Donc des élus, Coopératives et des élus, des travailleurs, en fait. un Qui tiers travaillent. d'élus, un tiers de représentants Travailleurs producteurs. des producteurs d'automobiles, Par exemple, Hein sur l'automobile. et un tiers, Des usagers. c'est-à-dire un tiers Alors, c'est les quoi ça? usagers, c'est les. Ben, ça peut se discuter, mais enfin, généralement aujourd'hui, comment ça se fait? À la SNCF, par exemple, c'est des associations qui représentent les Non transports. mais c'est c'est les représentants c'est des demain que ça associations. m'intéresse comment ça se fait. Oui, mais c'est intéressant de partir du concret, de voir si ce qui se fait aujourd'hui déjà, si c'est déjà aujourd'hui utile, on ne va pas réinventer les choses. Donc aujourd'hui, ça marche pas mal. Puis il y a des, par exemple, à la SNCF, on a des représentants des usagers qui sont des associations d'usagers et ils ont un élu. Ah, donc Voilà. donc c'est pas des usagers, c'est des associations d'usagers. Associations d'usagers, ouais, c'est peut-être plus adapté. Voilà. On peut aussi Donc- tirer au sort des usagers, donc mais ça on ne a- paraît pas très adapté. Non mais on peut. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a donc un tiers d'élus, hein, un tiers de représentants qui seront choisis comment? Les élus Les représentants. de quoi? Bah, les représentants de l'industrie automobile, ils sont choisis comment? Supposons qu'il y ait, Bah, c'est qu'il y ait eux-mêmes- 1000 c'est eux-mêmes- qu'il y ait 1000 c'est producteurs. eux-mêmes qui votent entre eux pour savoir qui va les représenter. D'accord. Et au niveau, alors par contre, ce qui est plus difficile au niveau des consommateurs, parce qu'il y en a 60 millions de consommateurs, bon, comment est-ce qu'on les trie? Alors, si j'ai bien compris, on prend des associations de consommateurs et on prend les responsables des associations de consommateurs. Alors pour le coup, C'est grosso modo ce qu'on fait aujourd'hui dans la démocratie participative. ouais. Mais alors, pour le coup, pour que ça Donc se c'est bien une reconduction. de ce point de vue-là Oui, aussi. je ne critique pas, je cherche à comprendre comment ça se fait. C'est une reproduction de la démocratie participative. Et cette démocratie participative qui aujourd'hui, disons, est consultative, parce qu'il n'y a pas de... il ne sort de consultations de la démocratie représentative que des avis, enfin, il ne sort pas de loi, il ne sort pas de décret qui s'applique de façon coercitive. Là, ce serait différent, on aurait des assemblées participatives, des commissions participatives, desquelles sortiraient... Il ne faut plus les appeler participatifs du coup. Comment? C'est plus une démocratie participative, c'est une démocratie. Enfin, faut trouver un nouveau terme parce que du coup, dans la démocratie participative, on donne notre avis, mais on n'est pas décisionnaire. Oui, mais Alors que au là, niveau ils de sont la décisionnaires. je suis bien d'accord. Mais au niveau de la composition de ces commissions, elle ressemble quand même très fort à la façon dont sont composées aujourd'hui les commissions de démocratie participative. Mais donc, enfin, en tout cas, là, il faudrait creuser. Mais parce que bon, il y a la démocratie représentative, ce serait les élus. Donc là, c'est voilà. Là, et après, il y a une démocratie représentative des travailleurs, mais élus par eux-mêmes, en tant que coopération qui défendent un peu leurs intérêts. Et après, il y a la question. Alors, la question, comment faire? Parce qu'on peut aussi voter pour les usagers, mais à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup de différence avec les élus. Donc on a bien compris la répartition tripartite de ces commissions qui vont décider de qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, pour quel usage. Je voudrais maintenant revenir sur les moyens. Enfin, je voudrais qu'on précise les moyens. Si j'ai bien compris, ce ne sera pas des moyens coercitifs du style, enfin tu vas me démentir peut-être, du style on vous oblige à faire ça, si vous ne faites pas ça, il y aura des sanctions, etc. Bon. Mais il va y avoir des incitations, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous aurez des primes. Par contre, si vous faites ça, vous n'aurez pas de primes. Et puis, il va y avoir, par contre, il va y avoir des choses un petit peu plus coercitives, comme par exemple le contrôle des prix. Cette voiture-là, vous n'avez pas le droit de la vendre plus que tant. Et puis, il va y avoir des quotas, c'est-à-dire, tel cylindré, vous n'allez pas avoir le droit d'en produire plus de temps. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? C'est ça, mais c'est vrai, l'idée c'est de démarrer libre, c'est-à-dire qu'en fait on laisse la liberté d'initiative des producteurs, oui, et puis on voit. des consommateurs, et quand on voit qu'il y a des dérives, par exemple sur le prix du pain ou je ne sais pas quoi, eh ben on commence à mettre d'abord des incitations, et si ça ne suffit pas, on met des obligations Oui. avec voilà.
C'est-à-dire si dans les faits on constate que les théories de Hayek ou de Ludwig von Mises de l'organisation spontanée du marché ne fonctionnent pas, Et comme on sait que on régule et on fait du Keynes. Voilà. D'accord, on est bien d'accord. Alors maintenant on va pas... Plus que du Keynes, on peut faire aussi sur des choses essentielles comme, je sais pas moi, par exemple le taux de travailleurs handicapés, ou plus important encore le nombre de logements, le nombre de SDF dehors. Il ne doit pas y avoir de SDF à la rue. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait 20% de logements sociaux. Il ne sera pas incitatif, ou alors ce sera de l'incitation mais extrêmement forte. Ça pourra pas avoir des... Je sais pas, dans ces cas-là, je serais d'accord même que le maire qui n'applique pas ça, il y a des peines de prison. Pour le coup, que ce soit... Si le maire ne fait pas appliquer ça dans sa ville, une peine de prison, par exemple. Donc là, c'est pour le coup plus du tout incitatif, c'est carrément obligatoire. Ça dépend des sujets. On va pas mettre des peines de prison sur le prix, le prix du pain, par exemple. Ça ouvre quand même un champ d'incertitude assez large, parce que du coup on peut légiférer sur absolument tout. Si une commission, ou si un ensemble de commissions, puisque bon là on n'a pas bien défini si c'était une commission nationale ou une synergie, enfin une addition des résultats des différentes commissions décide qu'il faut fabriquer des logements et que ça relève du maire de les faire fabriquer par les entreprises et qu'il y a des sanctions. Bon, en fait, ça ouvre un champ très large à la planification, à la régulation, sans que ce qui me gêne, pas dans le fond, sur le fond, je trouve ça assez intéressant. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de principe qui soit posé et qui sache jusqu'où on peut aller et quelles sont les limites à ne pas dépasser. Mais bref. Alors, il y a un point qui me paraît quand même assez important à préciser, c'est la notion de redistribution des richesses. Alors, d'abord, richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que richesse, ça peut être la richesse du sous-sol, redistribution du fer, de l'étain. Bon, j'imagine qu'il s'agit des revenus. Bon, alors, est-ce que tu peux préciser d'abord qu'est-ce que c'est que les richesses? Et puis, après avoir dit ce que c'est que les richesses, comment est-ce qu'on les redistribue? Les richesses, c'est effectivement tout. Ça va effectivement du sous-sol, partant des revenus financiers, des revenus du travail, des patrimoines. Enfin voilà, en gros, mais il y en a sûrement encore d'autres, mais c'est ça à peu près tout ça. L'idée générale, c'est que si on a même un système, par exemple, l'inconvénient, quand c'est planifié, c'est assez simple. Quand on planifie les salaires, et s'il n'y avait que de la planification à la soviétique, qu'on planifie les salaires, la production et tout ça, bon, donc il n'y aurait pas trop besoin de redistribution. Mais là, comme là, on laisse la liberté, il va y avoir des coopératives qui vont faire beaucoup de profits, qui vont être très performantes, et du coup, elles vont grossir. Alors bon, quand elles deviennent publiques, quand elles deviennent trop grosses, bon, elles deviennent publiques. On nationalise, mais à ce moment-là, il peut y avoir aussi une liberté dans les entreprises publiques. C'est pas parce qu'elles sont publiques qu'il faut que tout soit planifié. Et donc il va y avoir à nouveau des entreprises publiques avec des salaires plus ou moins importants, ou des revenus plus ou moins importants, des dividendes plus ou moins importants, ou des coopératives avec beaucoup de profits, etc. Et donc on ne peut pas laisser ça enfler à l'infini. Donc une façon de réguler la première chose, c'est passer, quand ça devient trop gros, on passe d'une coopérative privée à une entreprise publique. Ça c'est déjà un premier facteur. Mais la deuxième chose, surtout par rapport là c'est plus au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel, si une coopérative devient puissante et que les bénéfices sont importants, le gars les travailleurs propriétaires peuvent devenir très riches. Et donc à un moment donné, il faut aussi mettre des limites pour pas qu'il y ait trop d'écart de revenus. Donc je sais pas, moi les écarts de revenus, je pense que de 1 à 5 serait déjà pas mal. Alors, bon. Donc on redistribue par l'impôt. Par l'impôt, on redistribue quand les gens font trop de profits. Eh ben, il y a un impôt qui prélève ces profits de telle façon pour qu'il n'y ait pas trop d'écart de salaire. Précisons bien les choses. Richesse, tu m'as dit, c'est richesse du patrimoine et c'est richesse des revenus. Parlons d'abord du patrimoine, parce que là, répartition de richesse, ça veut dire, il y a des gens qui naissent avec un patrimoine et d'autres qui naissent sans patrimoine. Bon.
Est-ce que dans ta notion de répartition de richesse, il y a une répartition du patrimoine? Est-ce qu'il y a, par exemple, une loi initiale de redistribution du patrimoine? Oui ou non? Oui. Oui. Oui, Alors, oui, ça veut dire une loi initiale de redistribution du patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a un inventaire, par exemple pour la France, il y a un inventaire du patrimoine de chaque... on le connaît, puisque aujourd'hui on a l'ISF, etc. On connaît exactement, d'ailleurs, aux impôts, on sait ce que tu as, toi, Thierry Bouvin, comme maison, etc. Donc il y a un inventaire. Et cet inventaire, on met tout ça dans un sac, on secoue, on divise sur 62 millions et on répartit. Est-ce que c'est ça la redistribution de richesse? Oui, bon, disons qu'il y a la façon plus Non, simple. mais est-ce que oui ou non c'est ça? Je sais pas forcément, je sais pas trop, j'ai pas réfléchi dans cette façon-là. Disons qu'il y aurait deux façons. Il y a la façon un peu égalitaire pure qui a ses mérites. D'ailleurs, les libéraux devraient. Ils sont pour l'égale liberté, les libéraux, mais ils devraient peut-être. On pourrait par exemple faire en sorte que dire qu'on abolit tout héritage pour que les gens soient tous égaux au démarrage. Alors, ça c'est dans un... Attends, excuse-moi, mais c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il y a une inégalité existante de patrimoine. Est-ce que tu es favorable à une loi générale de redistribution du patrimoine, c'est-à-dire qui fait un inventaire du patrimoine, qui distribue ensuite la loi ultérieure sur la transmission de la propriété? Ça c'est dans le deuxième, c'est pas autre chose, c'est très lié, mais c'est dans le deuxième temps. Est-ce qu'il y a une redistribution du patrimoine existant ou pas? Ah bah bien sûr, hein. Ça veut dire que du moment où le co-socialisme autogestionnaire démarre, très bien. Donc, eh bien, on abolit les différences de propriété de patrimoine. Donc il y a une loi de redistribution initiale du patrimoine. Ensuite, est-ce qu'il y a une loi modificative de la législation sur l'héritage? Non mais alors juste avant quand même, ça veut dire il y a deux façons de faire, c'est où on dit qu'il n'y a plus de propriétaire du coup, tout appartient à l'État, c'était un peu le système soviétique, ça me paraît pas une bonne chose. L'autre méthode, en tout cas ça peut être bien pour certains biens, mais ça dépend pas forcément tous. Bah, par exemple, je sais pas, les grosses entreprises oui, mais sinon ça doit pouvoir rester aux individus. Par contre, il faut que les écarts soient, alors, je sais pas, en termes de patrimoine individuel, il faudrait pas que ça dépasse, je sais pas, l'équivalent de, dans un système non décroissant, disons, une maison et une voiture, voilà, par exemple. Et au-dessus de ça, la collectivité prend tout. Alors, ça pourrait être ça le patrimoine. La collectivité prend tout et redistribue. Et redistribue. D'accord. Donc on est bien d'accord. Alors ensuite, pour ce qui concerne la modification éventuelle de la législation sur la transmission de la propriété, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour modifier les dispositions actuelles? Donc il y a deux façons de faire. La méthode radicale, peut-être un peu extrême, ce que je disais. Mais la façon que vous préconisez, c'est quoi? Je sais pas, mais ce qui est important, c'est déjà de définir les bornes, puis après de trouver les... Parce que c'est pas maintenant, moi, qui va décider des taux. C'est plutôt qu'à donner un cadre général, le principe, philosophique. Oui, voilà, le cadre général, oui. Mais après, justement, entre le cadre... assez précis quand même. Oui, voilà. Mais en gros, première solution, c'est l'égalité pure. Donc ça veut dire, en fait, on abolit toutes les... L'égalité pure, ça voudrait dire qu'on abolit le droit à l'héritage, il n'y a plus d'héritage du tout. Puis bon, voilà, donc de toute façon, de certaine façon, il n'y a aucun mérite à naître... Alors donc les biens des défunts, qu'est-ce que... Non, attends, je finis le raisonnement. Donc première possibilité, il n'y a aucun héritage, donc on abolit l'héritage, donc voilà, point final. L'autre possibilité, c'est on laisse le droit à l'héritage, mais on laisse un petit droit qui pourrait être, je ne sais pas, l'équivalent de 5, 6 ou 10 000 euros, alors qu'aujourd'hui ça peut prendre des montants énormes, et pour que, voilà, donc, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu ça l'idée, mais en tout cas il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'héritage, sinon c'est pas, pour le coup, l'égale liberté n'est plus présente. Si on abolit le droit à l'héritage, quid des biens des défunts? Qu'est-ce qui se passe avec les biens? Ils sont revendus, rachetés, et donc ils tombent dans le domaine public, et ils sont revendus par l'État. Revendus et redistribués. D'accord. Revendus ou redistribués? Disons qu'ils sont revendus, après, mais du coup l'argent est redistribué. Ils sont d'abord revendus, après l'argent est redistribué. Ils sont revendus. Si on prend l'exemple concrètement, une maison, on vend la maison, et avec l'argent de la maison, elle est redistribuée à la collectivité. Ça fait un revenu qui est redistribué. D'accord. Oui, ça c'est des dispositions qui sont présentes dans certains programmes. Et quid alors de la transmission du vivant? Du vivant? Est-ce que on a le droit de transmettre sa propriété de son vivant? Moi je dirais aussi un peu, mais toujours en l'encadrant beaucoup, parce que de toute façon il y a déjà, je disais déjà, un revenu et un patrimoine maximum qui pourrait être justement de l'équivalent d'une maison moyenne, et puis
une voiture par individu, par exemple, non, mais en termes monétaires. Donc après, les gens, s'ils veulent s'acheter, s'ils veulent faire autre chose de ça, bah, ils peuvent acheter... Non, mais le principe c'est que on a le droit de transmettre de son vivant, mais dans la limite d'un certain temps. C'est ça le il y a principe. deux choses différentes. On pourrait dire, ok, il peut y avoir transmission de son vivant, mais dans tous les cas, de toute façon, il y a un maximum de revenus et de patrimoine. Le patrimoine, on parle de transmission du patrimoine. Oui, mais bon, voilà. Mais disons, il y a un maximum de patrimoine pour chaque individu de toute façon. Donc de toute façon, il peut pas. Si on dit par exemple que chacun peut avoir l'équivalent d'une maison et une voiture, si je donne à mes enfants une maison et une voiture et qu'ils en ont déjà une, ça en fera deux, donc c'est pas possible. Il faut déjà qu'ils aient. Voilà. Donc on peut transmettre un peu, mais il faut que pareil qu'il y ait à mon avis une fourchette assez basse. Mais bon, en même temps, si tout le monde a à peu près un maximum, s'il y a peu d'écart de revenus entre les individus, c'est paraît moins gênant de pouvoir redonner son argent à sa famille, puisque de toute façon il n'y aura pas... Mais ça, qui va le décider? Décider quoi? Décider qu'on peut donner, qu'on peut pas donner. Ça, pour le coup, ça c'est quelque chose qui devrait... Alors ça peut se décider de deux façons. Ça peut se décider, pour le coup, par un référendum. Au niveau... Alors là, après, c'est la vision fédérale, ou plutôt, on va dire, étatiste. Est-ce que ça doit être décidé sur, par exemple, toute la nation, la même règle pour tout le monde, ou est-ce que ça se décide par région, voire par localité? C'est à débattre. Oui, mais le principe, si j'ai bien compris, ce serait quand même que de son vivant, on a le droit de transmettre son patrimoine dans une certaine limite, que si le patrimoine est trop important, ce patrimoine ne peut pas être transmis, ou ce patrimoine, si on veut le transmettre, il tombe dans le domaine public, c'est ça? C'est ça, il faut que ce soit très limité. Bon, et dernière question sur la transmission du patrimoine, parce que c'est quelque chose de très important, la transmission du patrimoine, c'est la base du capitalisme. Est-ce que cette transmission du patrimoine peut se faire de façon libre? C'est-à-dire, est-ce que un citoyen peut transmettre son patrimoine à qui il veut? Ou est-ce qu'il est obligé de transmettre à certaines personnes et pas à d'autres? Ceci dit, bon, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions-là, mais s'il y a un risque d'inégalité assez rapide, on peut très bien tout simplement décider, et c'est peut-être encore plus juste, de dire que interdiction de transmission du patrimoine, ni à la mort, ni du vivant, parce que de toute façon, d'un point de vue du mérite, il n'y a pas de mérite à transmettre le patrimoine, enfin, à le recevoir en tout cas. À le recevoir. À le recevoir, à le transmettre. À le recevoir. Ouais. Donc peut-être ce serait plus simple de dire interdiction tout court. D'accord. Donc il y aurait une interdiction de transmettre le patrimoine, et par exemple, il y aurait possibilité de le vendre? De le vendre à ses enfants ou en général? Alors, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a possibilité de vendre son patrimoine? Et est-ce que la vente est libre? Est-ce qu'on peut le vendre à n'importe qui? Pourquoi pas. Attends, là c'est la liberté. Mais pas le donner. Pas le donner. Après on peut le vendre à un bas prix. J'imagine bien. Ah non, mais là, bon, ça c'est des choses qui existent déjà, notamment les impôts sont très surveillent beaucoup toutes les donations et tous les héritages pour regarder si ça correspond bien au... Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une transmission de patrimoine par héritage et qu'ensuite il y a revente, s'il y a une revente qui crée une plus-value, bon, donc ça c'est des dispositifs qui sont déjà méconnus. D'accord. Maintenant, c'est pas un corollaire, mais c'est un peu dans la lignée de cette redistribution de richesse, c'est disons, cette affaire du revenu minimum et du revenu maximum. Si on se situe dans le cadre de l'écosocialisme autogestionnaire, puisque, si j'ai bien compris, on ne se situe pas dans le cadre actuel. Non. Bon. On a, d'une part, des travailleurs indépendants. On a ensuite des coopératives, c'est-à-dire en gros c'est des entreprises où les acteurs de l'entreprise sont à la fois propriétaires de l'entreprise, donc c'est des propriétés collectives, un peu comme des copropriétés d'appartements, et puis des entreprises nationalisées. Alors, dans les entreprises nationalisées, ça paraît extrêmement simple, avec tout simplement un arsenal législatif, de déterminer des salaires qui soient ni trop ni trop bas en fonction de ça. Prenons l'autre extrême, on va réserver
réserver le milieu pour la fin. Pour l'extrême, les travailleurs indépendants. Donc les travailleurs indépendants, on leur interdirait de gagner plus qu'un certain seuil. Bon, après, c'est les impôts qui prennent tout le reste. Bon, alors, ça, c'est quelque chose qui a déjà été extrêmement débattu dans de nombreux cercles décroissants, où tous les gens qui réfléchissent sur le salaire à vivre, etc. Bon, il est bien évident. Alors, tu vas me dire si tu n'es pas d'accord avec l'évidence que j'énonce. Il est bien évident que le travailleur indépendant, à qui on dira, si vous gagnez plus de 30 000 euros par an, ben, on prendra tout, il va limiter sa production à 30 000 euros par an. Bon, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des travailleurs indépendants qui vont suer sans héros, qui vont prendre des risques d'investissement, qui vont travailler 2 ou 3 heures de plus par jour pour gagner 10 000 euros de plus, sachant que ces 10 000 euros vont être pris par l'État? Est-ce que tu penses que ça va arriver, ça? Ou bien est-ce que tu penses que tout simplement, sachant qu'on n'a pas le droit de gagner plus de 30 000 euros, je prends ce chiffre, bon, pour parler plus clairement, est-ce que tu penses que les gens ne vont pas, tout simplement, je parle de la... Oui, ils vont travailler moins, bon, pas grave. Ils vont se limiter à 30 000 euros. Ça va donner du travail aux autres. Voilà, donc on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Il n'y aura pas de guerre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas... l'idée selon laquelle... et l'idée que certains développent, que ces travailleurs indépendants vont, au lieu de gagner 30 000 euros, gagner 50 000 euros, et que l'État va prendre 20 000 euros, et que ça fera des revenus pour l'État, est-ce que tu es d'accord que c'est une idée qui est complètement... qui est complètement aberrante, parce que ça n'arrivera jamais. C'est pas aberrant, ça dépend des métiers. Celui qui est musicien, chanteur ou autre, qui gagne sa vie avec ça, lui, il peut produire à l'infini, ils sont tellement plaisir dans ce qu'il fait qu'il va continuer quand même. Mais celui qui n'aime pas son travail, une fois que le travail est fait, il va s'arrêter, quoi. Bon, donc tu penses qu'il y a des gens qui vont accepter de gagner au-delà du revenu maximum, tout en sachant que ça va être pris intégralement. Je te pose la question. Parce que pour ces gens-là, comme ils aiment chanter, peindre ou autre, oui, la réponse c'est oui. Ou faire du sport, et ben du coup, et qu'ils gagnent de l'argent avec ça, eux, ça serait une pénalisant pour eux d'arrêter. Donc la réponse c'est oui. Tu penses qu'il y a une grande catégorie, il y a une grande non, c'est pas une grande proportion, c'est une minorité. Minorité, c'est 0,01%. Je sais pas, non, je dirais intuitivement, je dirais que ça représente 15% ou 20% de la population. Bon, donc tu penses qu'il y a 20% des travailleurs indépendants qui vont accepter de gagner 20 ou 30 000 euros de plus que le salaire autorisé, sachant que ces 20 ou 30 000 euros vont être pris par l'État et que ça va, de ce fait, constituer un revenu pour l'État. Voilà, c'est ça. Tu penses ça? Oui. D'accord. Maintenant, le revenu minimum. Le revenu... Alors, non, excuse-moi, je n'ai pas terminé. Ça, c'est pour les travailleurs indépendants. Pour les coopératives, pour les coopératives, est-ce que c'est le même raisonnement? Est-ce que tu penses que beaucoup de coopératives, c'est-à-dire en fait d'entreprises de travailleurs indépendants, mais qui sont groupées, qui sont 50-60, est-ce que tu penses que beaucoup de coopératives, quelle est à ton avis la proportion du nombre de coopératives qui va délibérément dépasser les quotas? Alors, le revenu maximum, ça va être un revenu maximum multiplié s'il y a 60 salariés, ça va être le RMA multiplié par 60. Hein, bon. Et au-delà, tout va aller par là. Est-ce que tu penses qu'il y a, combien à ton avis, il y a d'entreprises collectives qui vont travailler ainsi? J'en sais rien, mais je ne vois pas trop d'ailleurs l'intérêt de la question, parce que après, s'ils ont envie de travailler plus, ils travaillent plus, s'ils veulent s'autoréguler, ils se régulent. L'intérêt surtout, c'est que ça permet de redistribuer le travail et les richesses. Non, mais l'intérêt de la question, c'est un intérêt comptable. C'est-à-dire que lorsque on fait ce genre de calcul, tous les gens qui font, ça c'est de la budgétisation d'État, et c'est un calcul prévisionnel des recettes fiscales, et les gens qui sont à Bercy, au ministère des Finances, bon, ils font des calculs pour savoir... Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un système décroissant, et que si justement les gens décroissent,
c'est plutôt même un avantage, puisqu'il faut mais diminuer notre la empreinte question écologique. que je Donc, pose, c'est bien, c'est que, à ton avis, quelle est la proportion des entreprises coopératives qui vont accepter de gagner, d'avoir des revenus supérieurs qui seront entièrement payés par l'État? bon, je sais pas, à nouveau je dirais 20%, mais à la louche. D'accord. Bon. Alors, moi je fais partie des gens, et bon, je ne suis pas le seul, qui pensent qu'à partir du moment où il y a un revenu maximal, tous les producteurs indépendants, alors dans la mesure où on considère aussi que les entreprises coopératives sont des travailleurs indépendants qui sont tout simplement plus nombreux, vont se limiter à ça. Bon. Et que ça ne fera pas de revenus supérieurs pour l'État. Bon. Donc ça, c'est credo contre credo, c'est un pronostic. Pour ce qui concerne maintenant le revenu minimum, parce que, bon, juste un dernier mot là-dessus, ce revenu minimum, d'après ce que j'ai lu, alors peut-être tu vas me contredire, est financé par les excédents du revenu maximum. C'est-à-dire que les gens qui gagnent plus, on leur prend, et avec ce surplus, ce delta plus, on peut, disons, payer le revenu minimum. Donc, la viabilité comptable, la viabilité... Alors, sur le principe... Inconditionnel, alors. Sur le principe... C'est pas un salaire minimum. Alors, sur le principe... après, je te laisse le détailler, mais sur le principe, j'ai compris, moi, que la mécanique comptable, c'était que l'excédent du revenu maximum allait financer le revenu minimum. Tu parles de mon système ou tu parles du système actuel des projets Non, je parle du système que tu... Non, moi, j'ai jamais parlé de... Alors, comment il est financé, le revenu minimum? Il n'y a pas de revenu minimum, en fait. Pas, mais c'est écrit pourtant. Oui, bah alors il y a un problème de... D'accord, ok. Non, ça veut dire un revenu minimum au sens de salaire minimum. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer plus bas. Ah, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il faut peut-être changer le terme. Comme aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, non, mais disons qu'il peut y avoir un revenu minimum au sens de revenu minimum inconditionnel, une sorte de RSA aussi. Mais c'est quand même à la fin de l'histoire. C'est pas au début comme beaucoup de gens veulent faire aujourd'hui. Donc l'idée générale, c'est de dire effectivement il faut qu'il y ait un salaire minimum, donc ou un revenu minimum, enfin pas un revenu minimum justement, un salaire minimum horaire. Comme aujourd'hui. Alors du coup pour qui c'est que ça concerne finalement que les personnes. Mais s'il n'y a plus de salaire. Non mais ça concerne du coup que les personnes de la fonction publique, parce que les autres, il ne peut pas y avoir. Je suis content d'entendre dire ça, non, parce que sinon ça ne marche pas. Oui. Il peut y avoir un truc. Donc voilà, ça c'est pour que la fonction publique. D'accord. Pour les autres, donc salaire minimum horaire. Pour le reste, avant de mettre un revenu minimum, un revenu universel inconditionnel, il faut d'abord partager le travail. Oui, donc si je comprends bien, ce revenu minimum n'a rien à voir avec une dotation inconditionnelle d'activité qui serait due à la naissance jusqu'à la mort, mais s'apparente plutôt à un revenu minimum en cas de non-activité. C'est ça. En fait, l'idée générale, c'est de dire que dans une société, il faut partager le travail intéressant et le travail pénible. Donc la priorité, c'est de partager le travail. Donc tant qu'il y a des chômeurs, eh ben, on diminue le nombre d'heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, si on voulait qu'il n'y ait plus de chômeurs, il suffirait de faire ça. C'est quand même assez simple. Bon, même si c'est un peu plus compliqué dans le détail concrètement, mais c'est quand même assez arithmétique. Et donc on partage le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. Et si vraiment on n'y arrive plus, enfin, si malgré tout, quand on a fait ça, il y a encore des problèmes, on peut mettre, effectivement, pour éviter qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se loger ou pour manger, un revenu minimum inconditionnel, mais petit, pour vraiment éviter ça, mais pas un revenu qui soit tellement confort, un peu tel qu'on l'entend des fois dans les systèmes de revenus inconditionnels, qu'on n'ait plus besoin et envie de travailler. Voilà. Mais juste un mot quand même, pour bien savoir ce que tu mets dans... ce concept de on va faire travailler moins certaines personnes pour que d'autres aient du travail. On peut diminuer les heures. Bon, dans la fonction publique, on voit bien comment, effectivement, on peut faire ce vase communicant entre des gens qui ont du travail et d'autres qui n'en ont pas. Donc on diminue les heures de ceux qui travaillent pour faire rentrer, pour faire accéder au travail les gens qui ne travaillent pas. Chez les travailleurs indépendants, comment est-ce que ça peut se passer?
Et dans les coopératives, comment est-ce que ça peut se passer? Et ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu limites leurs revenus, au bout d'un moment, ils vont arrêter de travailler. Ils vont arrêter de travailler. Enfin, à part pour certains, à part pour les artistes qui adorent ce qu'ils font, peut-être même qu'à ce moment-là, bon là, on n'en est pas là, mais il faudrait même faire des quotas pour éviter que s'il y en a qui sont par exemple chanteurs, qui chantent tout le temps et qu'il n'y a plus de place pour les autres, peut-être qu'il faudrait l'arrêter. Bon, enfin bon, on n'en est pas là. C'est-à-dire concrètement, un travailleur indépendant, si on limite ses revenus, il y en a peu qui vont travailler à l'infini pour travailler plus, donc ils vont se calmer, ça va permettre aux autres travailleurs indépendants qui travaillent, je sais pas, dans l'architecture, d'avoir du boulot. En gros, on limite et les heures de travail ou les revenus, et du coup, au bout d'un moment, ça repartit et le travail et les revenus avec les autres. C'est ça l'idée. Oui, oui, bah, mathématiquement, c'est logique. Évidemment, ça suppose qu'il n'y a absolument aucune économie parallèle et que le travailleur indépendant à qui on va interdire de travailler finalement, hein, bon, il va sagement accepter et il ne va pas continuer à travailler et puis vendre au noir ça produit. On suppose qu'il y a. Non, mais, si il y a des gens qui sont pas réglo, bah, c'est pour ça qu'il y aura toujours aussi des policiers, parce qu'il y aura toujours et des voleurs. Enfin, il y aura moins dans un système comme ça, parce que justement, les voleurs ils sont aussi parce qu'il y a des inégalités. Mais enfin, il y aura toujours des gens qui voudront tirer sur la corde dans un sens ou dans un autre, donc il faut quand même toujours à un moment donné une justice, des gens qui sont là pour vérifier que les règles sont respectées. Bon, plus les gens sont égaux, moins ils ont besoin d'être illégaux. Mais... Non mais bon, je citais ça comme hypothèse d'école, mais en tout état de cause, on ne va pas pouvoir quand même diminuer, prenons l'exemple du travailleur indépendant parce que c'est lui le plus criant, on ne va pas pouvoir l'empêcher de gagner plus que le minimum vital. On ne va pas obliger le travailleur indépendant à ne pas gagner plus de 500 € par mois, par exemple. Non, mais le but, c'est pas de... Non, mais tu dis, pour faire accéder au travail des gens qui n'en ont pas, il y a un moyen qui est de forcer les gens qui travaillent à travailler moins. Et pour les forcer à travailler moins, il y a le prélèvement sur leur revenu. Si un travailleur indépendant sait que dès qu'il gagne plus de 15 000 €, bon, on lui prend tout, il va se limiter à 15 000 € et il va travailler plus qu'à mi-temps, bref. Mais ça a une limite basse, ce système. C'est-à-dire que on ne peut pas obliger un travailleur indépendant à gagner moins de 500 € par mois, par exemple. Pour l'instant, on est à 15 000. Donc 15 000 non, mais je veux dire, il y a une limite basse. Oui, il y a une limite basse, mais pourquoi voulez-vous aller... Pourquoi aller si bas? Si on est dans un système où... Dans un système décroissant, par contre, il faudrait avoir une limite basse. Si on est dans un système où il y a... prenons le cas le plus défavorable. Si on est dans un système où il n'y a vraiment pas de boulot, hein, que les gens ne s'en sortent pas, et que on empêche les gens qui arrivent à travailler, arrivent à vivre en vendant leur production, si on les empêche de gagner même le minimum vital, c'est impossible. Donc il y a une limite basse. Supposons que la limite basse ce soit grosso modo ce qu'on appelle le SMIC aujourd'hui, et que ça ne suffise pas quand même. La limite basse, en fait, elle est assez simple, c'est déjà pouvoir satisfaire ses besoins essentiels. Mais après, comme on vit en collectivité, ça veut dire que si... là, c'est très hypothétique et très délirant quand même, parce que à un moment donné, ça veut dire qu'on est dans une société, là, on est dans un système soviétique où rien ne fonctionne, et ça veut dire qu'en gros, les gens n'arrivent même plus à manger. C'est ça, en fait. Donc on ne va pas empêcher les gens qui arrivent... le minimum, c'est déjà de manger, de se nourrir, de se loger, de se soigner, donc satisfaire les besoins essentiels. C'est ça la limite basse. Après, voilà, quand tout le monde arrive, enfin en tout cas quand chaque individu arrive au moins à satisfaire ses besoins essentiels de nourriture, de logement, etc., on peut commencer à monter. Il faut que tout le monde puisse se nourrir correctement. Oui, mais alors si, admettons que les besoins essentiels, tout ça, que ce soit à peu près le SMIC, bon, si malgré ça,
tous les travailleurs indépendants sont au SMIC, tous les gens qui sont en coopérative sont au SMIC. Bon, on va essayer de côté les fonctionnaires. Si malgré ça, il n'y a pas suffisamment, il y a encore des gens qui ne travaillent pas, quels sont les recours? Le problème, mais là, ça devient vraiment très très fictif. Ah ben non, c'est pas fictif du tout. C'est pas fictif du tout parce qu'on peut, on peut très bien imaginer, et d'ailleurs, pour moi... S'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'en gros, il y a pas assez, ça veut dire que c'est une économie qui devient de plus en plus pauvre. Bah, ça peut arriver d'ailleurs. Si tout d'un coup, si le climat se développe, enfin se réchauffe, et que dans les milieux, dans les domaines ou dans les secteurs agricoles, les gens ne peuvent plus du tout s'alimenter, effectivement, on va arriver à ça. Ça veut dire qu'on va arriver à un système, une société, où les gens, de toute façon, il y aurait une famine collective. Donc là, bon, on ne va pas diminuer. On ne pourra pas, si on peut partager ce qui n'a plus, il n'y a plus rien à partager. Donc, bon, non, je ne parle pas de réchauffement climatique. Bon, je parle d'une société. Ce n'est pas du tout délirant l'hypothèse que je pose. Je pose une hypothèse où les travailleurs indépendants gagneraient le SMIC, où les travailleurs qui sont en coopérative gagneraient le SMIC. Je dis le SMIC parce que ça parle aux gens, et que malgré cela, compte tenu de la décroissance de l'activité industrielle, on est quand même une quantité importante de personnes qui ne peuvent pas accéder au statut de travailleur indépendant et qui ne peuvent pas accéder au statut de copropriétaire d'une entreprise coopérative et qui ne peuvent pas accéder au statut de fonctionnaire. Bon, donc, c'est pas du tout délirant. Comme, en l'occurrence, on parle alors, donc, qu'est-ce qu'on fait dans la mesure où on est dans un système, on avait compris, qui est extrêmement régulé, c'est-à-dire où il y a des dispositifs étatiques qui veillent au grain, vraiment, qui disent ce qui est bon de produire, ce qui n'est pas bon de produire, combien il faut produire, de quelle quantité, quelle qualité, etc. Bon, oui, non, mais comment ce système prend en charge les gens qui ne sont ni travailleurs indépendants, si, alors peut-être tu vas me répondre, la fonction publique les embauchera. Non, mais le but, c'est ça à nouveau, c'est on partage jusqu'à ce que plus personne n'ait de chômage, ne soit au travail. Si on n'y arrive pas, effectivement, si on n'y arrive pas, le revenu minimum est là pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent dehors. Mais comment est-ce qu'on finance le revenu minimum? Avec les surplus de ce que les autres produisent. Mais si on est justement dans un système Là, tu parles d'une économie de grande pauvreté quand même. Non, non. Bah si, parce que ça veut dire que les gens, ils sont au SMIC, ils n'arrivent même plus à manger. Oui, pourquoi pas une économie de grande pauvreté. Disons ceci dit, le SMIC, c'est pas encore la grande pauvreté. Parce que le SMIC, c'est toujours pareil, ça dépend... il y a aujourd'hui 2 ou 3 milliards de personnes qui sont en grande pauvreté. Donc c'est pas... Oui, mais ils gagnent beaucoup. Ils gagnent 1 à 2 euros par jour, ça fait 30 euros par jour en moyenne, la grande pauvreté dans le monde. Oui. C'est ça, c'est nettement plus bas que le SMIC. Oui. Ouais, c'est 1250 euros. Oui, pourtant, il y a 2 ou 3 milliards comme ça. Donc c'est pas une vue d'esprit. Oui, mais ça veut dire que non, mais donc l'objectif de tous ces systèmes, dans tous les cas au minimum, c'est de réussir à satisfaire les besoins essentiels, comme je disais, qui sont la nutrition, le logement, la santé, les vêtements, l'éducation, les transports, c'est ça les besoins essentiels. Donc il faut déjà qu'ils soient satisfaits. Et donc là, il n'y a pas besoin, en l'occurrence, on peut les satisfaire. Aujourd'hui en France, il y a des gens qui vivent au RSA et qui arrivent à peu près à vivre avec ça. Alors c'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais ils ne meurent pas de faim. Ils sont logés. La notion de partage du travail, cette notion-là, on peut la comprendre dans le système, dans le secteur public. Le partage du travail, le secteur public, bon, on a 3 millions de fonctionnaires qui font 35 heures, et on va leur faire 25 heures, et puis on va embaucher, bon, je comprends. Comment est-ce qu'on partage le travail dans le secteur des coopératives et dans le secteur des travailleurs indépendants? Comment est-ce qu'on partage le travail? C'est plutôt par les revenus qu'on le partage. Oui, alors oui, mais donc on ne partage pas le travail. On passe par un biais, on dit on va les empêcher de gagner de l'argent, donc les empêcher de travailler beaucoup, et de fait ça va libérer des places. Mais ça dépend, parce que par exemple celui qui est coiffeur,
il peut compter ses heures et on peut lui dire qu'il ne faut pas plus que 30 heures ou 20 Oui, heures. oui. Bon. Un formateur, c'est pareil, ça veut dire ça se compte. Les métiers, c'est plus compliqué. Comment ça, le coiffeur, on va limiter les heures des travailleurs indépendants? Ouais, s'il faut, on peut. Après, c'est difficile à contrôler. Mais parce qu'ils n'ont pas un patron qui les trucs, mais enfin qui les contrôle. Mais on peut considérer que les travailleurs indépendants comme les autres ne doivent pas travailler plus que X heures. Oui, mais c'est plus facile de contrôler les revenus que voilà, les heures. Alors, bon, non mais restons sur le contrôle des revenus, pourquoi pas quelque chose de tout à fait faisable. Bon, on contrôle les revenus des travailleurs indépendants, on contrôle les revenus des travailleurs qui sont en copropriété dans les coopératives. Donc on réduit, donc effectivement par voie de conséquence, hein, on comprend bien qu'on réduit l'activité de ces gens, on réduit les heures passées. Est-ce que pour autant ça crée des heures pour les autres qui n'ont pas d'emploi? Est-ce que c'est pas évident du tout comme raisonnement, ça? Bien sûr, il peut y avoir des cas où justement, il y en a ça peut arriver, dans les gens que je connais, qui travaillent beaucoup pour gagner très peu, donc à la fin ils ont un petit revenu mais ils ont travaillé beaucoup. Donc, non mais c'est pas ça la question. La question c'est, les coiffeurs, ils vont être limités au SMIC, donc ils vont au lieu de travailler 40 heures comme ils travaillent actuellement, ils travailleront que 20 heures, etc. etc. Tu vas décliner ça à toutes les professions. Est-ce que pour autant ça libère des places, c'est que pour autant ça suscite des vocations de création d'entreprises chez des travailleurs indépendants? Est-ce que pour autant ça ça fait rentrer d'autres copropriétaires dans les coopératives qui étaient 60 et puis ça il vient 65, 70? Est-ce que ce vase communicant est aussi mathématique que ça? Des fois non, des fois ce ne sera pas communicant. Par exemple, les éboueurs, il y a des éboueurs, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc dans ce cas, une façon de régler le problème, c'est que ça peut être des éboueurs de la fonction publique et qu'on augmentera leur salaire jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'éboueurs qui viennent. Et s'il n'y a encore pas assez d'éboueurs qui viennent, la troisième solution, c'est de faire une rotation du travail obligatoire. Ça veut dire que tout le monde dans sa vie, par exemple, peut faire, je sais pas, un mois de travail d'éboueur. Comme c'est assez désagréable qu'on peut faire le laisser pour les autres, c'est une façon de partager les tâches pénibles. Mais est-ce que tu penses pas qu'il est dans une société en décroissance, parce qu'on a moins de tout, on a moins de pétrole, moins de gaz, moins de charbon, moins de fer, moins de cuivre, etc. Est-ce que tu ne penses pas que la production va diminuer et que les postes de travail, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ne vont pas se réduire comme peau de chagrin? En tout cas, je veux dire, il y a deux choses qui vont faire qu'il y aura moins de travail dans le futur. Il y a déjà l'augmentation de la robotisation, enfin tant qu'on peut la faire en tout cas, donc de plus en plus de robots, donc de moins en moins de travail, donc il faut partager le travail existant, ça c'est déjà obligatoire, et les richesses qui vont avec. Et après, si on a moins de métaux, moins de pétrole, et ben là c'est l'inverse, il va falloir travailler plus, par exemple dans les champs, et du coup il y aura plutôt pas assez de travailleurs et trop de travail. Donc c'est deux mouvements qui vont à l'opposé, donc ça peut très bien s'équilibrer. Mais ça sera à voir.